c'est la sortie, hein. Si je dis pas de bêtises, c'est ce vendredi, Tout à fait. de Oui. Admirable Imposture dont tu viens nous parler ce soir. Vous voyez déjà la couverture. C'est ma première question, elle est un peu classique, mais elle est importante à mes yeux. Comment est-ce que tu te sens à la veille de la sortie de ce livre que tu fêtes avec nous dans la boîte? C'est une très bonne question. Je me sens, à la fois excitée, joyeuse, apeurée. Je pense que c'est le cas de tous les auteurs avant une sortie. Chaque roman, c'est un peu, une nouvelle aventure, un renouveau et donc on espère que les lecteurs seront tout aussi tentés et tout aussi, séduits par, cette nouvelle histoire. Donc, voilà, c'est un mélange d'émotions très fortes en tout cas. Et Onxy qui nous dit j'ai tellement hâte de le commander, de l'avoir entre mes mains. Mais oui, donc tu m'en veux. Parce que moi je l'ai déjà. Les précommandes, elles se passent bien. J'ai vu que tu avais lancé ça il y a très peu de temps, hein. Oui, Est-ce elles se sont que bien tu dors passées. bien ces derniers jours? Est-ce que ça se passe bien Oui, pour toi? ça ne m'empêche pas de dormir, non, ça ne m'empêche pas de dormir parce que justement, j'ai des journées chargées, donc je dors très bien, mieux peut-être que d'habitude. Mais c'est un plaisir de voir que les lecteurs sont là, seront là dans les salons ou ont réalisé des précommandes. Forcément, ça fait chaud au cœur. Et on va évidemment parler de ce livre ce soir. On va vous en parler sans trop vous en dire, parce qu'il ne faut pas gâcher. Vous savez bien, c'est notre but, c'est de vous donner envie sans divulgacher, comme disent les amis du côté de Québec. Avant de parler de ton nouveau roman, Admirable Imposture, je le disais tout à l'heure, j'adore ce titre, on va en reparler. Je te propose qu'on fasse connaissance grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Vous pouvez évidemment jouer avec nous et écrire vos réponses dans le chat, faites-vous plaisir. Si tu étais un livre de chevet, chère Eva, lequel choisirais-tu et pourquoi en quelques mots? Alors, je ne sais jamais répondre à ce genre de questions, mais je savais que tu allais me la poser parce que je connais ton émission. En fait, moi sur ma table de chevet, j'ai une liseuse pleine de plein de livres parce que pour ne pas déranger mon mari quand j'ai des insomnies, je préfère lire sur ma liseuse. Donc voilà, moi si j'étais un livre de chevet, je serais une liseuse remplie de romans et j'en lis toujours plusieurs en même temps, donc c'est une réponse, un peu facile, mais en même temps c'est la réalité. Ça me va. Et du coup, si tu étais un format, est-ce que tu serais l'e-book alors? Alors, ce que je lis vraiment avec le plus de plaisir, parce que j'adore lire dehors, et là, le numérique dehors, moi, ça me plaît moins. Donc, ce que je préfère lire, moi, c'est le broché, et j'en achète encore beaucoup. Mais effectivement, si j'étais un format, moi, je parlerais de l'e-book parce que l'e-book, je l'ai découvert en étant auteure indépendante, et j'ai énormément de lecteurs en numérique, et donc c'est un format qui me tient à cœur aussi en tant qu'auteur. Si tu étais, oh, celle-là je l'adore, une maison d'édition ou la caractéristique d'une maison d'édition, laquelle Alors, serais-tu avec ton parcours? oui. Alors moi, j'ai choisi d'être, auteure indépendante parce que j'aime la liberté. Donc, si j'étais une maison d'édition ou si je devais parler en fait, du travail éditorial que moi-même je réalise sur mes romans ou avec les auteurs avec lesquels je travaille, je parlerais du respect du projet de l'auteur, de manière à vraiment sublimer son thème, son envie, de transmettre un message. Donc à l'inverse des cases commerciales dont, on a parlé juste avant, j'ai entendu avec Nico Taquian. Et donc oui, ce serait la liberté et le respect, les 2 caractéristiques les plus importantes pour moi. Si tu étais un rayon dans une librairie, parce qu'on voit sur ce livre suspense, émotion, mais toi, tu serais quel rayon? Alors, si on parle du rayon où moi je traîne le plus souvent, c'est le rayon noir, suspense, enquête, polar, thriller, et c'est sûrement dans ma vie ce que j'ai lu le plus. Mais si dans le jeu du portrait chinois, je devais, donner le nom du rayon qui me ressemble, ce serait le rayon sciences humaines. Parce que je suis psychologue de formation, j'ai une passion pour, les émotions, la psychologie humaine et j'ai lu énormément aussi pendant mes études, de sociologie et de psychologie, donc voilà, ce serait les sciences humaines. Il y a toujours de chouettes rayons hein, en sciences humaines, Oui. pas partout, mais il y a toujours moyen de trouver des très très bons ouvrages, et puis des thèmes de société, de psycho qui sont vraiment très très chouettes. Si tu étais un marque-page, avec quoi Alors marquerais-tu la page? alors moi je déteste
mettre des tickets de caisse, un mouchoir en papier ou autre quand on n'a rien d'autre sous la main dans mes livres. Je préfère encore retenir le numéro de ma page que de mettre quelque chose de disgracieux dans mon livre. Donc, si j'étais un marque-page, je serais en fait un joli marque-page. J'en ai plein et je me rends compte que j'en ai pas là sous la main, mais j'en crée aussi aux couleurs de mes romans. Donc, je serais peut-être le dernier que j'ai créé, celui d'Admirable Imposture. Si tu étais un personnage, ça peut être dans les livres, fictif, réel. Tu as carte blanche, hein, si tu étais un personnage. Oui, ça c'est difficile parce que je me suis déjà attachée à tellement de personnages, que ce soit oui, dans le cinéma, la littérature. Mais si je replonge dans le passé, un des premiers personnages qui m'a vraiment marqué, auquel je me suis identifiée quand j'étais grande enfant ou jeune ado, je pense que c'est Jo dans Les 4 filles du docteur March. Parce que voilà, elle prend son autonomie, elle écrit déjà, donc forcément ça m'avait touchée. Et donc j'ai ce souvenir, c'est le premier souvenir d'un livre où vraiment je me suis dit, voilà, elle me plaît particulièrement. Et en parlant de ce qui me plaît particulièrement, bonsoir, Time to Roll, merci beaucoup pour le follow et pour toutes les personnes qui ont décidé de suivre la chaîne ce soir. Merci beaucoup, ça me touche de vous accueillir. Si tu étais un temps de conjugaison, lequel serais-tu ? Alors, moi je suis toujours tournée vers le passé, je suis nostalgique, je fais des albums photos, des films vidéo souvenirs de mes enfants, des événements, et je suis toujours persécutée par le futur, toujours en train de préparer ce qui vient. Donc en fait, je choisirais le présent, parce que je travaille, et je dois travailler presque chaque jour à m'ancrer dans le présent, en fait, justement. Je fais de la méditation pleine conscience pour maîtriser mes émotions, et donc je dirais le présent, et j'écris au présent, parce que je trouve que quand j'écris au présent, je suis vraiment en résonance avec mes personnages, et je me suis rendu compte en essayant plusieurs temps que la plupart du temps, en tout cas, quand je suis dans une scène, le présent me permet de donner plus d'intensité à mes personnages. J'espère que ton présent dans la boîte se passe bien. Très bien. Ne pense pas aux questions futures, ne pense pas à celles qui sont passées. Si tu étais la musique, la bande-son de, on va dire Admirable Imposture, on va pas s'en priver évidemment, quelle musique, artiste ou instrument choisirais-tu pour ce livre ? Alors, pour Admirable Imposture, ce serait sans doute de l'opéra classique, puisqu'on plonge dans les coulisses notamment de La Monnaie et qu'un des personnages est un danseur. Mais globalement, pour tous mes livres, j'écris en musique, mais ce sont toujours des BO de films. J'adore écrire, mais de toutes sortes, vraiment de toutes sortes, en passant par des films d'action, par des épopées, par, je sais pas moi, la BO d'Amélie Poulain, ça peut être celle d'Avatar, peu importe, c'est très très variable, mais les BO de films, j'adore écrire avec cette ambiance-là. Ah, ça nous fait un point commun. Un signe de ponctuation sur ce beau clavier, sur lequel t'acharnes-tu ? Alors moi, j'utilise beaucoup le point d'exclamation, parce que je pense que je suis sans doute optimiste et passionnée de nature, mais celui qui me ressemble le plus, c'est le point d'interrogation, parce que je me pose toujours 1000 questions, je suis très curieuse, je veux toujours apprendre, donc si c'était pour me caractériser moi, je dirais le point d'interrogation. Et un petit dernier pour la route, si tu étais un verbe dans ce beau Becherel ? Créer, parce que c'est vital. C'est vital. Après, aimer, mais aimer, c'est peut-être trop bateau, trop simple. En tout cas, c'est peut-être tellement évident que c'est pas celui-là qui est venu, mais créer, parce que... Et puis, on crée des relations, finalement. Donc, on crée aussi des relations humaines. Mais vraiment, la création, c'est dans tout. Alors, ça peut être, bien sûr, on pense à l'écriture, mais j'ai toujours créé, que ce soit une chasse au trésor pour mes enfants, un circuit de vacances ou un spectacle quand j'avais 5 ans, mais j'ai toujours eu besoin, vraiment besoin de créer. Tu nous mets l'eau à la bouche, nous dit Patricia Duterne. Je ne résisterai pas longtemps. On va remettre une couche avec cette première question qui va te renverser par son incroyable originalité. Le pitch. De quoi parle ce roman Admirable Imposture ? Que peux-tu nous en dire ce soir, à un jour de sa sortie ? Oui, à quelques heures même, parce qu'il sera disponible à minuit. Alors, Admirable Imposture, c'est l'histoire de Victoire, une trentenaire bruxelloise qui voit sa vie basculer
car son mari Mathieu est accusé de meurtre. Il est accusé du meurtre d'Ulysse, un danseur célèbre, qui est en réalité le seul autre homme que Victoire ait un jour admiré, mais en secret. Et on part dans le prologue du livre sur ce moment de l'arrestation de Mathieu. Et je vais vous emmener en arrière, puisque la première partie du livre, on va remonter un mois avant cette arrestation et on va essayer de découvrir et de comprendre où en sont les personnages dans leur vie à ce moment-là, comment ça peut avoir eu un impact sur ce moment clé qu'est l'arrestation de Mathieu. Et ensuite, la deuxième partie du livre, on va vraiment là se concentrer encore davantage, parce qu'on la commence avant, sur l'enquête et la contre-enquête en particulier d'un détective privé qui s'appelle Aimé Bellec, qui est déjà intervenu dans La Goutte d'eau, donc mes lecteurs connaissent bien. Et on va voilà, se plonger en particulier dans les coulisses de la monnaie, puisque je l'ai dit, la victime, c'est Ulysse, un danseur célèbre, et il est tout à sa passion pour la danse. Il est dans le cadre de ce livre en train de répéter et de commencer les représentations d'un opéra-ballet où il est le premier danseur. Et donc, c'est dans son milieu professionnel que beaucoup de choses se passent. Vaste programme dans ce livre. On va aborder plein de thèmes que tu viens de passer en revue rapidement. Mon petit doigt et ton très beau dossier de presse, non parce qu'il faut le dire. Tu disais, tu fais un parcours indépendant, donc tu fais tout toi-même, tu travailles tous les jours, il y a beaucoup à faire. Eh bien, c'est un très très beau dossier de presse, tu pourrais nous dire un mot si tu veux, parce que ça permet de travailler. Alors, ça ne m'a pas empêché de lire le livre, hein, je te rassure, mais c'est chouette aussi de voir toutes les coulisses, le travail qu'il y a derrière ce que tu proposes. Bref, mon petit doigt et ce merveilleux dossier de presse m'a glissé à l'oreille que cela te tenait à cœur de placer l'action en Belgique, après l'Irlande, après le Finistère, si je dis pas de bêtises, parce que ça, je ne l'ai pas noté, je vous le fais de tête. Pourquoi la Belgique ? Pourquoi est-ce que ça te tenait à cœur ? Alors, en fait, ça a été une demande de plusieurs de mes lectrices et lecteurs, et j'ai trouvé ça intéressant. En fait, lors d'un salon qui était le Salon des auteurs belges en juillet, il y a tout juste un an, j'ai le même après-midi 2 ou 3 personnes qui m'ont dit moi j'adore les terres celtiques, j'adore l'Irlande et j'adore le Finistère, mais nos auteurs belges, pourquoi ne placent-ils pas leurs histoires dans notre beau pays ? Et c'est vrai, ça m'a fait réagir et je me suis dit, mais effectivement, moi, il y a plein de choses que j'adore dans notre beau pays qu'est la Belgique. Et en fait, j'étais en train de déjà créer mon histoire, j'avais déjà mes personnages, j'avais déjà mon thème, mais je n'avais pas encore de lieu. Et contrairement à mes 2 premiers romans où les lieux s'étaient imposés très vite, et en fait, je me suis dit, voilà, ça vient répondre à ma question, en fait. Ça vient répondre à mon cadre. Et tout s'est enchaîné à partir de là, justement. Ça a été quelque chose qui m'a donné de la force et de l'intensité encore pour développer mon histoire, parce que tout de suite après est arrivé le choix de la discipline artistique d'Ulysse. Parce que voilà, mon personnage d'Ulysse devait être un artiste, c'était très important, parce que l'admiration pour les artistes a peut-être une résonance particulière. Et au départ, il était patineur artistique. Mais ça ne fonctionnait pas bien. Et puis, une fois que Bruxelles est arrivée, la monnaie est arrivée, la danse, et voilà. Et c'est parti comme ça. Bonsoir Zutrezut, bienvenue. On retrouve des références à des personnalités belges en début de chapitre. Tu peux nous expliquer le principe ? Oui. Alors, à partir du moment où je voulais travailler sur l'admiration et où l'art avait une grande place, et que justement je voulais mettre à l'honneur la Belgique, je me suis dit qu'au-delà de placer mon action dans Bruxelles, parce que là c'est vraiment le cœur de Bruxelles qui est le cadre de l'intrigue, bien sûr je l'utilise, mais c'est pas non plus un roman guide touristique, hein, je ne m'attarde pas énormément, mais je l'utilise pour montrer plein de choses que j'aime malgré tout. Et j'ai eu envie d'aller un peu plus loin et de jouer avec des citations, parce que j'adore ça, en début de chapitre. Et donc, j'ai choisi des citations de personnes illustres belges d'aujourd'hui, d'hier, de tous les domaines. Et donc, le titre du chapitre est le titre d'une œuvre ou une partie de la citation quand il n'y a pas une œuvre associée. Et j'ai poussé le jeu à glisser un morceau de cette citation ou à nouveau le titre dans l'intrigue du chapitre correspondant. Donc, on peut aussi s'amuser à essayer de retrouver les influences et les petites allusions dans le texte.
Oui, je le disais hein, quand on a préparé l'émission. Moi, en lisant, je jouais à... C'est comme Où est Charlie ou... Mais sauf que c'est des bouts de citation, des références. C'est aussi... C'est un jeu dans le jeu. Moi, je me suis beaucoup amusé avec ça. Et je me disais, est-ce que c'est facile de chercher et de sélectionner les extraits ou les artistes dont tu vas parler? Parce que... Alors, c'est mon côté empathe du dimanche. Je me suis dit, moi, ça me poserait tellement de problèmes de sélectionner, d'en mettre de côté, je serais en galère totale, en vrai. Et est-ce que ça a été facile pour toi de Non, sélectionner ces non, extraits? j'ai failli abandonner l'idée à plusieurs reprises, mais je suis quelqu'un de têtu. Et c'est vrai que, en fait, je partais toujours du contenu. Donc, je n'ai pas écrit mon histoire en fonction de mes références. Forcément, j'ai cherché les références en fonction de mon histoire. Et donc, il y avait des artistes, c'est vrai, que je voulais absolument mettre. Donc là, il fallait me dire quelles sont les œuvres, même si ce n'est pas forcément les œuvres que je préfère, ou même parfois une œuvre que je ne connais pas personnellement, en quoi, en me renseignant, en me documentant, cette œuvre peut faire résonner le contenu de mon chapitre, en mettant à l'honneur l'artiste ou sa production. Et c'est vrai que ça m'a pris en fait un temps fou, mais en fait j'ai adoré aussi. J'ai adoré parce que j'ai même découvert des choses. Et salut Christophe Tabar qui est parmi nous. Oui, tu as raté Sabrina Tabar la semaine dernière. Bravo, bien joué. Mais il y a le replay hein, sur YouTube, évidemment. Et c'est important ce que tu dis au passage. C'est pas gratuit parce qu'il y a un vrai relais entre cette citation et ce qui se passe dans l'intrigue. Bref, vous allez jouer à ça, je vous le dis. Je le sais, et c'est un plus dans ce livre. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. Tu parlais de ce thème au cœur du livre, il y a l'admiration. Pourquoi avoir choisi ce terrain de jeu? Alors, j'ai toujours été fascinée, c'est un terme qui s'y prête, par l'intensité que peut avoir l'admiration chez certaines personnes, que ce soit dans sa facette positive, lumineuse, parce que admirer, ça peut être adorer, ça peut être contempler, ça peut être plein de choses positives, mais l'admiration, un peu comme on peut passer de l'amour à la haine, l'admiration, elle peut aussi tendre vers le mépris, vers la jalousie, vers l'aigreur, vers le harcèlement. Et l'objet admiré peut devenir un objet finalement qui porte de la rage, qui porte plein de choses aussi très sombres. Et je trouve qu'il y a finalement peu, à part peut-être justement l'amour, de sentiments ou d'états chez l'être humain qui peut jouer sur sur une telle largeur de sentiments. Et donc, ça m'intéressait de travailler sur ce thème et de l'amener à travers le vécu de différents personnages, en partant de mon héroïne Victoire, qui, elle, admire la vie, mais admire aussi surtout son plan de vie. C'est-à-dire que j'ai créé une héroïne qui résonne de différentes façons en fonction de nos valeurs. C'est une héroïne qui a décidé, depuis qu'elle a environ 10 ans, de sa vie toute tracée. Elle a un plan, elle a des cases à cocher. Il fallait qu'elle se marie à 25 ans, qu'elle ait un enfant à 30 ans. C'est très important pour elle. Et ça part d'une intention un peu romantique, un peu positive, mais aussi assez déterminée. Et puis, en fait, quand ça ne se passe pas comme elle le souhaite, ça devient très compliqué à gérer et ça peut avoir des répercussions aussi sur son entourage. Et je connais, en fait, des personnes... Alors là, j'ai tiré le trait un petit peu à l'extrême parce que dans un roman, c'est aussi à ça que ça sert. Hein. On tire sur les cordes pour faire passer des messages d'une manière intéressante. Mais je connais des personnes qui ont cette frustration parfois dans leur vie de ne pas avoir atteint telle chose à tel moment et de se dire mon Dieu, mais le temps passe, et d'avoir la sensation alors qu'ils ratent quelque chose et que pour être heureux, il faut que ça soit parfait. Pour être heureux, il faut que les choses s'enchaînent de la manière dont on l'a imaginé, dont on l'a décidé. Et donc, il y a une sorte de sclérose qui se met en place. Il y a un manque de souplesse. Et donc, finalement, il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Et parfois, rentrée, qui n'est pas forcément même consciente pour la personne. Et donc, j'avais envie aussi de travailler sur cette facette-là. Et j'ai une question pour vous dans le chat. Comme ça, on vous fait participer. On parle d'admiration, de fascination. Est-ce qu'il y a des gens ou des disciplines ou autre chose qui vous fascinent et que vous admirez? Moi, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on en parle évidemment dans ce livre. Je lirai vos réponses avec beaucoup d'attention. Et pour tes recherches, Eva,
Tu es notamment entrée au Théâtre de la Monnaie, tu l'as déjà cité tout à l'heure. Oui. Tu peux nous raconter ta rencontre avec le gardien de sécurité? Oui. Alors, donc, j'aime beaucoup faire des recherches pour qu'il y ait beaucoup de choses réalistes. Alors, on prend toujours des libertés dans les romans, mais étant donné que mon détective privé devait vraiment entrer dans ce théâtre, dans les coulisses de ce théâtre, il faut savoir que le Théâtre de la Monnaie, donc c'est l'Opéra de Bruxelles, c'est un opéra fédéral avec des gros budgets, des magnifiques productions. Et ils ont des ateliers énormes à l'arrière où tout est réalisé sur place. Enfin, j'ai découvert des choses magnifiques lors de mes visites. Mais moi, j'avais des questions un peu étranges, forcément. Je ne faisais pas une visite juste pour savoir comment on crée un costume ou comment on crée un décor ou comment sont situées les coulisses. Je voulais, par exemple, savoir s'il y avait des caméras de sécurité dans le Théâtre de la Monnaie. Et comme j'ai rencontré un charmant gardien de sécurité, que j'ai commencé à discuter avec lui, tout semblait très, très fluide. Il a répondu à mes questions, il avait l'air tout à fait heureux de m'aider. Mais c'est vrai que comme je suis revenue plusieurs fois, je pense que je l'ai un petit peu inquiété. Et je me demande si depuis, il n'y a pas plus de caméras, parce qu'ils craignent peut-être que, je ne sais pas, que j'ai des mauvaises intentions, je ne sais pas. Ça fait un peu Ocean Eleven en repérage. Je t'imagine tellement en C'est repérage. ça. C'est Merci Christophe Tabar qui admire Frédéric. Je sais pas lequel, mais Frédéric, ça passe. C'est un laissez-passer magique d'être romancière. On peut aller n'importe où, demander n'importe quoi à n'importe qui. Alors non, et puis il faut savoir en plus que moi j'aime bien faire ça au départ discrètement. Donc j'utilise d'abord tous les canaux, accessible à tous. Il faut savoir qu'on peut aller visiter le Théâtre de la Monnaie les premiers samedis du mois, les ateliers. Et donc, après, une fois qu'on a des contacts, on peut poser des questions de plus en plus précises. Je ne m'accorde pas encore la liberté de directement me présenter comme romancière pour aller vers les personnes, en tout cas dans ce cadre-là, parce que pour des témoignages, ça oui. Donc, je ne sais pas si c'est un laissez-passer, mais c'est vrai que ça génère la curiosité après et que lorsque, voilà, en général, ça intéresse les personnes et elles sont ouvertes à répondre à mes questions, même à répondre à mes questions sur la cantine. On parle d'admiration, eh bien ça tombe très très bien parce que j'ai une question qui s'appelle la personne en lumière. Alors je peux pas passer à côté évidemment. Dans ton parcours, tu as croisé de nombreuses personnes, je n'en doute pas une seconde. Si tu voulais en mettre une en lumière ce soir, c'est horrible de choisir, je le sais. Je le sais. Débrouille-toi avec ça, j'ai envie de dire. C'est gentil, c'est gentil. Tu choisirais qui et pourquoi? Qui aurais-tu envie de mettre en avant? Voilà, une petite dédicace Alors, ce soir, en sachant eh que ça ne bien, veut pas dire que les autres n'existent pas. non, Je bien précise. sûr. En fait, j'ai envie de parler d'une personne en particulier que certains sans doute connaissent. Ça me vient maintenant et en plus je lui ai parlé aujourd'hui. C'est Jeanne Illis. En fait, Jeanne Illis, c'est une auteure indépendante que j'ai découvert assez tôt. J'ai lu ses livres, j'ai vu son parcours. Elle a décidé de prendre une année sabbatique pour vivre de sa plume en tant qu'auteur. Et elle m'avait contactée lors de son 3e ou 4e roman parce qu'elle avait un blocage sur quelque chose en lien avec la psychologie de son personnage. Je me lançais dans mes activités parce que je suis correctrice éditoriale aussi. Et en fait, j'ai échangé avec Jeanne et ça a été une source d'enrichissement extraordinaire. Et c'est quelqu'un que j'admire pour son parcours, sa pugnacité, sa motivation. Elle a réussi son défi, elle vit de sa plume, ce qui est quand même rare, c'est vrai. Et c'est quelqu'un qui a une grande capacité de remise en question, qui fait énormément de recherches lorsqu'elle écrit. Bref, elle a vraiment un profil, une qualité en tant qu'auteur et en tant que personne. Elle a des qualités humaines aussi magnifiques. Donc voilà, ça me permet de la mettre à l'honneur et de la remercier parce qu'elle a été bêta-lectrice pour ce roman. Ça a été un plaisir vraiment d'échanger. Elle m'a beaucoup aidée. Et bonne nouvelle, je lui ai envoyé un mail. Ah, Je sais pas, il faut que tu regardes dans tes spams aussi, Jeanne, on sait jamais. Mais alors je livre, donc c'est moi que Christophe Tabar admire. Merci Christophe, ça me touche. J'admire les auteurs indépendants pour Wanxi et les pilotes de F1 et les artistes en général. J'admire les personnes qui vont au bout de leurs rêves, nous dit Patricia c'est Dutal. joli. Beaucoup, beaucoup de réponses. Dans cette histoire, tu disais, il y a la vie rêvée, celle qu'on imagine vivre dans les jours, semaines, mois, années à venir.
et puis qu'on tente parfois de concrétiser, tu l'expliquais très très bien. C'est un thème qui parle à beaucoup de monde, ça. Que dirait la psychologue de formation que tu es à ce sujet? C'est un thème qui va parler à beaucoup de monde dans ce livre, j'imagine. J'espère. En tout cas, je pense que quand on a des rêves et qu'on veut les concrétiser, il faut pouvoir trier les rêves qui sont les rêves du mois d'avant, par exemple nos rêves d'enfant, et les rêves qui sont ceux de notre mois d'aujourd'hui, avec la réalité qui nous entoure, avec notre zone réelle d'action et d'influence. Parce que quand on est enfermé dans des rêves qui en réalité sont des rêves qui sont devenus abstraits ou en tout cas idéalisés d'une manière éloignée de notre réalité, ça peut devenir une source de souffrance aussi, de rêver. Et donc c'est intéressant de rêver en étant finalement dans la conception de quelque chose et en adaptant nos rêves et nos projets finalement, parce que je pense que le rêve, le meilleur des rêves, c'est celui qui devient un projet. Et quand on projette, on n'est plus dans l'impossible ou dans l'intangible, ça devient une réalisation possible. On peut marcher dans les pas de quelqu'un qui est passé par là avant, ça devient réaliste. Et donc, je pense que voilà, il y a un travail, il y a une réflexion à avoir sur soi-même et pour passer du rêve au projet. Et il y a plein de rêves qui peuvent devenir des projets, mais il faut les adapter à la réalité. On m'a toujours dit qu'un bon personnage ne laisse pas indifférent. Je sais pas vous, alors j'ai envie de te dire bingo avec Victoire. Mais je vais pas vous dire pourquoi. Mais elle m'a pas laissé indifférent, voilà. J'ai l'impression, pour la vraie question, que tu aimes les personnages qui évoluent, qui ne sont pas blancs ou noirs. Est-ce que je me trompe? C'est vrai. En fait, j'adore les personnages gris et je pense que dans mon premier roman, c'est quelque chose que j'avais essayé de faire, mais que je n'ai pas, j'ai pas été au bout de cet amour du gris, alors que dans celui-ci, j'ai vraiment travaillé ça d'une manière très particulière parce que je voulais que, en fait, Victoire, soit on s'y attache très fort, soit elle nous agace très fort, mais aucun des lecteurs en avant-première n'a été indifférent à Victoire. Aucun. Et en fait, je pense que c'est le cas aussi avec Mathieu et Ulysse. C'est-à-dire que j'ai des lecteurs qui m'ont dit j'ai tellement compris Victoire, j'étais vraiment en empathie parce qu'il y a eu des moments dans ma vie où j'étais comme ça et j'ai détesté Mathieu parce que j'avais la sensation vraiment qu'il n'était pas empathique, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre son personnage et c'est un peu normal parce que voilà, c'est un personnage compliqué. Il y a des personnages qui ont adoré Ulysse et d'autres qui l'ont détesté. En fait, tous ont vraiment des traits de caractère assez extrêmes et une manière de fonctionner qui peut soit correspondre à nos valeurs, soit s'en éloigner. En fonction, je pense, de justement peut-être où on se situe par rapport à notre vision de voir les rêves comme quelque chose de figé ou notre souplesse, je crois. C'est passionnant de t'entendre, Eva, nous dit Doro. Vivement te voir et Merci. discuter avec toi. Au passage, merci beaucoup Amélie et bienvenue, merci pour le follow. Pour rester dans les personnages, il y a le détective Aimé Bellec, tu disais, qui te suit dans ton parcours. Qu'est-ce qui te pousse à lui faire une place dans tes romans, une place un peu particulière? Est-ce que tu peux nous le présenter pour les personnes qui n'auraient pas encore lu? Bien sûr. Alors en fait, moi j'ai une passion de grande petite fille pour par exemple Agatha Christie. J'adore les détectives et les personnages qui sont là pour résoudre une enquête, qui ont un profil qu'on va retrouver d'un livre à l'autre. Mais j'ai toujours trouvé que dans les romans d'enquête, la plupart, mais ça c'est mes goûts à moi, on ne pouvait pas forcément s'attacher à un thème ou aux émotions d'un personnage parce que justement, cet enquêteur, comme il revient tout le temps, il n'a pas forcément d'émotions, comment je vais dire, ou alors il est torturé, quoi, le flic torturé de beaucoup de polars. Mais moi, j'avais envie de créer un détective qu'on pouvait retrouver, mais qui n'allait pas être le héros du roman, qui n'allait pas être central. Donc, c'était vraiment une volonté de mélanger le roman d'enquête à un roman contemporain et ou thriller selon mes romans, qui amène à suivre plutôt un héros qui est la victime de quelque chose et le détective vient un petit peu l'aider à progresser, l'aider à réfléchir et forcément mener l'enquête avec lui ou à côté de ce que lui vit. Et donc c'est comme ça qu'est né Aimé Bellec, c'est avec vraiment cet objectif précis. Et donc il fallait lui donner des caractéristiques qui étaient à la fois
un peu amusante. Par exemple, il adore manger, il adore ce qui est sucré, voilà, on va lui présenter un spéculoos, il va perdre son attention quelques secondes. Mais en même temps, c'est un grand homme fort, ancien flic, qui fait de la moto, qui fait aussi du yoga. Et ce personnage, il est là, mais il prend pas beaucoup la lumière. Il va vraiment amener les choses par sa capacité de déduction, sa détermination aussi. Et il est breton, donc c'est pour ça qu'on l'a rencontré dans la Goutte d'Eau, parce qu'il vit dans le Finistère avec sa femme Sophie, mais Sophie est belge. Et donc, comme Sophie est belge, il passe du temps en Belgique. Et lors de l'année du roman, ils passent d'ailleurs de longues semaines en Belgique pour retrouver leur famille. Et donc, c'est comme ça que Aimé Bellec se retrouve impliqué dans cette affaire. Est-ce qu'il existe vraiment, est-ce que les personnages que tu crées sont piochés parmi tes proches, parmi des gens que tu ne connais pas? Est-ce que tu prends des caractéristiques de différentes personnes pour les assembler et en faire un personnage? Ou, comme tu disais, voilà, il fallait lui donner des caractéristiques par rapport à ce qu'il a à faire en termes de mission dans le livre. Comment tu crées tes personnages? C'est un mélange, c'est vraiment un mélange de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a certains personnages qui arrivent par rapport à mon thème. Je pars presque toujours du thème, en fait, quand je crée une histoire. Et les personnages, ils ont leur propre identité, leur propre traits de personnalité qui se greffent autour du thème. La manière qu'ils ont de fonctionner, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Donc, je crée des fiches personnages, je crée même des... comme je suis psy de formation, j'utilisais des inventaires de personnalité dans mon ancienne vie. Et en fait, je crée le profil de personnalité de mes personnages en tirant les curseurs et en me disant, voilà, en fonction de cette personnalité-là, je veux la laisser stable. Et puis, la personne, forcément, elle est confrontée à des événements qui vont faire qu'elle va avoir des réactions qui vont la sortir de sa zone de confort et qui vont la faire évoluer malgré tout. Mais j'adore faire ça. Et ce n'est jamais... Je n'ai aucun personnage qui part d'une personne que je connais, mais bien sûr, parfois, lorsque je crée mes curseurs, si je vais, je ne sais pas moi, placer, par exemple, dans mon deuxième roman, La Goutte d'Eau, le personnage d'Adam, quand j'ai placé certains curseurs, j'ai vu des hommes de mon entourage que je connais, mais c'est un mélange et c'est lié à des curseurs et à des traits. Et donc, je ne le vois pas fonctionner dans ma tête quand j'écris avec le visage de quelqu'un que je connais. C'est vraiment Adam. Et parfois, j'utilise des tableaux d'inspiration et je donne à mes personnages des têtes alors, mais de personnages célèbres, mais juste pour leur donner... ou alors, je cherche quelqu'un, je ne sais pas moi, un homme qui serait, ou une femme dans un catalogue de vêtements, peu importe. Mais parce qu'en fait, le physique, pour moi, n'a pas beaucoup d'importance quand je crée mon personnage. Mais j'aime bien, à certains moments, le voir évoluer avec vraiment des traits physiques. Et donc, quand j'ai une idée, je vais chercher quelque chose qui ressemble à mon idée et je le mets dans mon tableau d'inspiration. Mais ça n'est jamais une personne. C'est toujours très, très mêlé. Christophe demande si du coup tu crées des personas. Bonsoir Stéphane Chamac, au passage, bienvenue dans cette boîte. Patricia Dutane qui demande aussi, tu t'éloignes fort de tes univers précédents. Pourquoi ce virage? C'est vrai que moi j'ai des questions sur le genre aussi, mais est-ce que tu t'éloignes de tes livres précédents? Je ne m'éloigne pas vraiment de mes livres précédents, parce que chacun de mes livres a une immersion dans un lieu, une immersion dans un thème, chacun. Mais ils étaient très différents, les deux premiers, en fait, déjà, l'un de l'autre. C'est-à-dire que moi, j'adore mélanger justement les genres littéraires et mêler. C'est pour ça que j'en ai fait un peu une marque de fabrique pour que ce soit clair et que j'ai écrit sur mes couvertures suspense et émotion. Suspense parce que je joue avec les codes du roman d'enquête, du thriller psychologique, mais ça ne sont pas des romans noirs où, je vais dire, l'enquête va prendre toute la place ou bien où le suspense va prendre toute la place et on va pas être dans l'angoisse en permanence. Mais on va être dans une tension narrative grâce aussi aux émotions, parce qu'on va être très attaché aux personnages et se demander aussi comment ils vont se sortir de ce qu'ils vivent et comment ils vont évoluer. Donc c'est un peu plus comme dans le roman contemporain. Je creuse les émotions de mes personnages avec un objectif d'évolution et avec des surprises aussi. Et donc, la recette est la même, mais c'est vrai que les curseurs entre enquête,
suspense et contemporain peuvent être un tout petit peu différents, mais c'est toujours le mélange, le même mélange. On va dire que dans Quand le trèfle et le papillon vacillent, il y avait aussi un tout petit peu plus, peut-être certains m'ont dit qu'il y avait un petit peu plus de développement personnel, dans le sens où mon thème était plus transparent, parce qu'il était porté vraiment par des discussions entre mes personnages, alors que dans La Goutte d'eau et dans Admirable imposture, je me suis volontairement dégagée de ça, parce que je trouve encore plus intéressant à écrire. J'ai adoré écrire le premier et je sais que j'ai vraiment des fans du premier qui n'ont pas retrouvé ça dans La Goutte d'eau et qui auraient voulu que je continue justement là dans ce genre où le thème est plus transparent. Maintenant, le thème, il est inclus dans l'intrigue d'une manière beaucoup plus liée, c'est-à-dire que chacun peut le voir, comment je vais dire, y trouver son propre message en fonction d'où il en est dans sa vie, ça va le toucher plus ou moins. Mais on peut aussi être fan de romances ou de romans contemporains ou d'enquêtes et lire le livre sans que le thème ne soit particulièrement quelque chose qui va nous accrocher. Ça va jamais être un frein à la lecture. On va pas s'arrêter et faire de la philosophie sur l'admiration, quoi. Dans mon livre, on est sur de l'action, on suit les personnages. C'est juste que moi, je les ai fait évoluer sur ces curseurs-là, et il y en a certains, ça leur parle beaucoup. Et je pense que l'ouverture au thème, c'est quelque chose qu'il y a dans beaucoup de thrillers aujourd'hui, en fait. On mélange beaucoup plus le suspense et la tension à des sujets de société, des sujets psychologiques. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien vraiment les lier aux émotions de mes personnages, et ça n'a pas changé du premier roman à celui-ci. Secret, jalousie, mariage, doute, bébé, enquête. Il y en a pour un peu tous les goûts, c'est ça qui est bien. Est-ce que les lectrices et les lecteurs sont demandeurs de ce mélange de genres dont tu viens de parler? Alors, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens qui lorsqu'ils cherchent à lire, par exemple, un thriller, ils veulent un pur thriller. Il ne faut pas qu'ils lisent mon livre, parce que ce n'est pas un pur thriller, et donc ils vont attendre trop longtemps soit de la noirceur, soit... Par contre, les gens qui aiment se poser des questions, qui aiment les enquêtes, les rebondissements, mais aussi s'attacher aux personnages et vivre un peu des aventures vraiment complètes, justement, je pense que c'est ce qu'ils aiment. Je pense que c'est ce qu'ils aiment. En tout cas, ce que les lecteurs me disent, ce que les lectrices me disent souvent depuis que j'ai la chance de leur, voilà, d'avoir de plus en plus de retours, c'est que à la fois, par exemple, dans La Goutte d'eau, on m'a encore dit récemment, une personne m'a envoyé un message en me disant j'ai adoré votre livre. À la fois, j'avais peur pour les personnages, et à la fois, à certains moments, c'était tellement poétique, et j'adorais les émotions. Et moi, c'est ça que j'apprécie, en fait, parce que j'aime lire de tout, et je crois que c'est Jacques Attali qui a dit on écrit les livres qu'on aimerait lire. Et oui, voilà, j'aime ce mélange, on me renvoie que ça plaît, et je suppose que certains pourraient ne pas apprécier le mélange, et donc c'est pour ça que c'est aussi clair, que c'est important pour moi d'être clair sur le fait que ce sont des romans qui mêlent les genres, et il faut pouvoir soit avoir envie de tenter l'expérience, et sortir de sa zone de confort si on a l'habitude de lire une seule chose. Mais j'ai des lecteurs de thrillers purs qui ont adoré mes premiers romans et qui maintenant me suivent. Un échange très intéressant et passionnant, nous dit Plouchette, ma curiosité piquée, et cela donne envie de découvrir les romans d'Eva. Merci. Bonne nouvelle. Un petit break, je vois le temps qui avance, mais vu que Nico a beaucoup parlé, t'as des minutes en plus, sauf si tu dois t'en aller, mais il n'y a pas d'enfant à aller chercher à l'école à cette heure-ci. Non. Ils dorment. Ça, je sais que tout le monde aime bien ici, et moi le premier, l'anecdote cocasse, vous y tenez beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote de ton parcours dans le monde trépidant des livres? Alors ça peut être avec les lecteurs, avec les éditeurs, pourquoi pas, dans les salons que tu aimes bien fréquenter. Une anecdote cocasse qui te viendrait en tête. Il y en a beaucoup, en fait. J'imagine. Il y en a beaucoup. En fait, souvent, les anecdotes que je retiens, ce sont les anecdotes qui me touchent, en fait. Les choses un peu extraordinaires qui vont marquer mon
mon esprit. Et je vais prendre une assez récente, mais qui était assez amusante. Donc j'étais dans un salon qui accueillait des grands noms de la romance. Et il y avait vraiment une longue file de lecteurs pour un stand en particulier. Et cette file passait en partie devant mon stand. Et donc, j'ai des personnes qui se sont arrêtées forcément pour regarder moi et mes voisins. Et j'ai une dame donc, qui m'a acheté, c'était la goutte d'eau dans ce contexte, en fait, ce moment un petit peu embouteillé pour une dédicace de quelqu'un d'autre. Et elle a commencé à lire mon roman devant moi, dans la file. Et donc ça, c'est très particulier parce que ça prenait un petit peu de temps, la file était longue, et donc j'ai vu cette dame qui avançait, qui avançait dans la file et qui lisait mon roman et qui aimait et qui se tournait vers moi et qui me faisait des petits signes. Et donc, comme sa fille a fait d'autres files, qu'elles ont passé beaucoup de temps dans le salon, cette dame a lu une bonne partie de mon livre et elle est venue me voir avant de repartir. Puis j'ai encore eu un message le soir. Et voilà, c'est une anecdote qui part d'un quelque chose d'un peu inconfortable et puis qui finalement a généré une belle découverte et un moment amusant pour moi. Et ce titre dont on a parlé toute cette soirée, d'où est venue l'idée de ce titre sous la forme d'un oxymore, un mot compte triple? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Dites-nous. Alors... Et je précise juste, on ouvre la boutique juste après, mais en fait on s'amuse bien avec Eva. Alors du coup, je vous avais dit que je serais pas à l'heure, personne m'écoute. Mais donc d'ici 10 minutes, quelque chose comme ça. J'ai encore plein de questions, donc on va voir, mais d'ici 10 minutes, promis, on l'ouvre aujourd'hui, j'appuie sur le bouton, tout ça, on verra si ça explose. La nouvelle boutique de la boîte sera ouverte ce soir, c'est promis. Ce titre, cet oxymore, c'est venu d'où? Eh bien en fait, ça vient d'une affirmation aussi justement de cet amour que j'ai pour le clair-obscur, l'aigre doux, tout ce qu'on veut. Il y a tellement d'oxymores qu'on utilise tous les jours dans la langue française qu'on oublie ce que c'est qu'un oxymore. Mais un oxymore, c'est vraiment l'association de deux termes qui au départ n'ont rien à faire ensemble et dans leur jolie contradiction aussi, qui peut, en fait, quand on associe le clair et l'obscur ou l'aigre doux, ça peut donner un nouveau mélange et un mélange qui va secouer nos papilles, secouer nos sens. Et donc, Admirable imposture, forcément, c'est venu assez naturellement. Lorsque je travaillais sur mon premier jet, le titre était autre, et je ne vais pas le donner parce que j'ai pas envie, mais il était autre et il y avait Admirable dedans, donc c'était évident pour moi, je voulais garder Admirable. Et puis je me suis dit, après tout, c'est ça, c'est aussi l'imposture de quand on veut que tout soit parfait et qu'on ne se rend pas compte qu'on est un imposteur pour soi-même. Et puis l'admiration, ça peut générer aussi le souhait d'admirer, d'être admiré, ça peut générer le syndrome de l'imposteur aussi. Et donc voilà, Admirable imposture, c'est imposé à moi et c'est un peu comme ce choix sur la couverture de mêler des pétales de fleurs, même s'ils sont en train d'être soit jetés ou d'être, voilà, on peut imaginer ce qu'on veut, avec des éclats de verre. Ça rappelle aussi cette douceur qui se mêle aussi à ce drame et c'est présent dans le roman. Et bonsoir Régis, qui n'a pas raté l'inauguration. Mais non, évidemment, je vous ai attendu. Il y a aussi cette couverture qui intrigue. Est-ce que tu peux nous raconter les coulisses de sa conception? Bien sûr. Alors, la toute première couverture, le premier projet sur lequel on a travaillé, c'était... il y avait ces bouts de verre et ces pétales tout de suite, mais il y avait le profil d'un homme, un peu mystérieux, un peu menaçant. Je l'aimais beaucoup, mais en travaillant avec mes bêta-lectrices, en réfléchissant, ça pouvait donner aussi un message trop typé, parce qu'on le sait, les lecteurs peuvent avoir aujourd'hui un regard, on le sait, dans des cases, et je ne voulais pas qu'on associe le livre uniquement au personnage masculin et qu'on imagine que, puisque l'héroïne du roman, c'est Victoire, et que les autres personnages sont très très importants dans le roman, mais c'est surtout Victoire qu'on va suivre. Et donc j'ai changé d'avis et il fallait qu'on trouve une manière de montrer
le mystère du livre autrement qu'à travers ce profil d'homme. Et donc, l'idée est venue assez rapidement, comme le domaine artistique est là, comme la monnaie est présente, et puis il y a les projecteurs, le fait d'être sous les lumières ou pas, et puis il y a cette main qui tire ce rideau, qui est peut-être dans les coulisses, qui a peut-être des choses à nous cacher, et qu'on a peut-être envie d'aller passer la tête derrière ce rideau pour découvrir ce qu'il y a à découvrir dans cette histoire. Et une histoire en 2 parties, parce que tu adores ça, que t'apporte cette manière de construire ton intrigue en 2 parties. Alors, ce que ça m'apporte à moi, je ne sais pas, mais ce que j'aime... Pour les lecteurs, oui, j'imagine. Oui, d'accord. En fait, ce que j'aime proposer comme expérience de lecture, c'est un attachement au personnage qui va crescendo. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment cette certitude que la tension narrative est encore plus forte dans un roman si les enjeux ne sont pas uniquement sur les rebondissements et ce qui se passe, mais aussi sur cette tension liée à l'attachement. C'est-à-dire, on est en empathie avec la douleur qu'éprouve le personnage par rapport à ce qu'il se passe. Et on peut s'attacher très vite à un personnage, ça peut prendre aussi plus de temps, et surtout, il faut pouvoir le comprendre. Ça, c'est peut-être aussi mon côté psy. Et en fait, je crois que ce que j'aime dans cette construction en 2 parties, c'est 2 choses. La première, c'est d'avoir ce temps de compréhension du personnage qui est, on va dire, progressif, mais c'est aussi de proposer une forme de surprise au lecteur. Donc, c'est vrai que jusqu'ici, les 3 romans sont construits comme ça, et à chaque fois, au milieu de l'histoire, voilà, on a un premier rebondissement ou une première surprise, enfin une première, ou parfois c'est pas la première, mais en tout cas un gros élément qui va nous amener parfois à reconsidérer aussi ce qu'on a lu avant, ou à repartir dans une autre partie de l'aventure, d'une nouvelle façon. Et voilà, moi en tout cas, j'adore proposer ce type d'expérience, et c'est vrai que moi, en écrivant, ça s'est aussi imposé à nouveau ici dans ma construction. Tu le disais tout à l'heure, tu es aussi relectrice pour d'autres auteurs. Ça apporte quoi, ce travail, sur des textes qui ne sont pas les tiens ? Alors, c'est un travail passion. Donc, j'étais correctrice éditoriale dans l'ASBL où je travaillais avant dans mon autre vie, par nécessité, parce que dans les ASBL, on fait un peu tout. Et j'ai toujours lu énormément, j'ai toujours été passionnée par la narratologie, et je m'y suis passionnée de plus en plus. Et j'ai décidé de me former à la correction pour vraiment avoir toutes les cordes à mon arc, parce que ça s'est imposé à moi, en fait, à un moment donné, que l'écriture devait prendre beaucoup de place dans ma vie et qu'il fallait que je crée une activité d'indépendante qui me permette d'écrire quand j'en avais envie et de travailler selon mes moments d'inspiration. Et donc, ce que ça m'apporte en tant que romancière de faire ce travail-là, au-delà du bonheur de découvrir des histoires toute la semaine, c'est vraiment de continuer à creuser les beautés d'un texte, creuser les beautés d'une histoire à raconter, et surtout découvrir des auteurs, découvrir leur projet, leur envie de transmettre, leur manière de fonctionner. Parfois, il y a des textes très personnels, parce que je travaille parfois sur des autofictions, des autobiographies, et donc, oui, ça m'apporte beaucoup de choses au niveau humain, ça m'apporte énormément de choses au niveau... en fait, ça m'aide à continuer à vivre de ma passion, parce que écrire, avant de vivre de sa plume, il faut beaucoup de temps, il faut un peu de chance et beaucoup de temps. Et j'ai la chance d'avoir une part de revenus liés à mes livres qui me permet de ne pas travailler à temps plein sur les corrections, mais je ne pourrais pas faire qu'écrire. Parce que ça, c'est mon côté psy. Le côté coach, le côté aider d'autres personnes fait aussi partie de qui je suis. Donc, être toute seule dans ma bulle à écrire non-stop, ce ne serait pas possible. Donc, ça m'apporte l'équilibre, en fait. Cette activité m'apporte l'équilibre. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est que je travaille avec les mots et l'imaginaire tout le temps. Et ça, je n'aurais jamais pu rêver réussir à créer un équilibre professionnel qui m'amène autant d'épanouissement. Donc, c'est un bonheur. C'est un projet que tu as, comme Victoire, hein, tu avais prévu ça de longue date ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis un peu l'opposé de Victoire pour ça. J'ai jamais eu de case à cocher. Au contraire, ça a été quelque chose qui a été une surprise dans ma vie. Moi, je pensais que j'allais être psychologue pure toute ma vie. J'étais dans une ASBL où j'avais des responsabilités, où je me sentais très bien. J'adorais mon métier d'avant. Mais en fait, l'écriture de mon premier roman est arrivée à un moment de ma vie
où j'ai vécu des choses difficiles et où l'écriture s'est imposée à moi. Parce que j'ai toujours écrit, mais des petits textes, des poèmes, des chansons, ça j'en ai énormément. Et j'avais des débuts de romans dans mes tiroirs, mais j'avais jamais été au bout d'un roman. Et quand Le trèfle et le papillon vacillent, lui, il s'est imposé. C'était juste... là, c'était un peu comme si j'avais tenu tout ça enfermé trop longtemps et que là, ça explosait. Et en fait, ça a reconditionné ma manière de voir la vie. Et cette réorientation, elle s'est construite finalement assez vite. Par des rencontres, par toute une série de circonstances. Mais c'est une magnifique surprise de la vie. C'était un imprévu, mais un magnifique imprévu. Le temps file, je te propose qu'on fasse un petit tour dans le futur. On quitte le présent 2 secondes, mais quels sont tes projets pour les mois à venir avec un livre qui est disponible dans 1h49 Oui, je sais. Ça, des gens vont rester jusqu'à minuit, je le sais, pour le commander. Quels sont tes il projets? sera toujours là demain à 8h du matin. Hein, mais... Probablement. Mais en tout cas, mes projets sont d'écrire... j'ai déjà commencé l'écriture de 2 autres romans. Et je ne sais pas encore lequel va prendre le pas et va être le premier à être... plus longtemps sur l'établi et à sortir. Et mes autres projets qui datent un petit peu, mais que je reporte par multiplicité de dossiers. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de demandes en termes de correction éditoriale, et donc j'ai un agenda qui s'est assez vite rempli. Et donc mes projets, c'est de continuer à suivre mes clients, à suivre ces auteurs qui me font confiance. Mais j'aimerais beaucoup réaliser des ateliers d'écriture. Ça, c'est vraiment quelque chose. Je me suis formée en plus aux ateliers d'écriture, mais aussi aux ateliers d'écriture thérapeutique, parce que je trouve que c'est magnifique de mêler ma casquette d'écrivain, ma casquette de coach littéraire et ma casquette de psy, vraiment au sens premier. Et donc, j'aimerais, dans l'année qui vient, c'est pas là tout de suite, aller au bout de ce projet et créer mes ateliers pour pouvoir les lancer. Où peut-on te rencontrer prochainement? Est-ce qu'il y a déjà une tournée pour... Oui, bien Admirable sûr. Imposture. Alors, dès dimanche, ici le 26 mai, je serai au Salon du Livre de Wallin. Le 1er juin, je serai au salon organisé par la Bibliothèque de Chapelle, la Bibliothèque du Chapitre. Le 4 juin, j'ai cette chance d'être invitée pour un apéro littéraire au Centre Cocon de Soie par Jennifer. Et ensuite, le prochain salon, il y aura un petit trou d'agenda. Et le prochain salon, c'est le 28 juillet, où là, je serai à Ferrières pour la fête du livre. Et puis, il y a déjà des dates qui sont prévues. Je serai notamment au Salon du Livre de Wallonie, qui est un grand événement fin novembre. Mais oui, ces rendez-vous habituels, hein, on te verra là-bas. Je le disais, le temps file. J'espère que tu as passé un très très bon moment dans cette boîte excellent moment. en notre compagnie. Je vais te laisser le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette boîte. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous? Et puis, c'est promis, on l'ouvre, cette boutique. Eh bien, je souhaite juste te dire merci à toi pour cette agréable interview, pour ton invitation, pour toutes les initiatives qui tournent autour de cette boîte et qui mettent en évidence la littérature, dont notamment la littérature indépendante. Donc, merci pour ça. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés et qui ont envie de découvrir mon univers. Et j'ai envie de faire une parenthèse, mais c'est important. Je vous avoue, j'avais prévu des questions sur le mode auto-édition, parcours, etc. Et en fait, pendant que je t'écoutais, et je vois le temps qui avance, je me suis dit, je pense que d'une certaine manière, je rêve d'un monde où cette question se pose même plus, en fait, et où on parle juste des bouquins. Et donc j'ai zappé toutes mes questions là-dessus. Je suppose que tu me pardonneras, mais au final, je me suis dit, est-ce que ce serait pas bien qu'on arrête juste de faire des distinctions et qu'on parle juste des livres, des histoires? Ce serait pas mal, en fait. J'ai l'impression... Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, les rendez-vous sont pris. Je ne te fais pas tous les messages, mais tu vas avoir des rencontres avec les prochaines sorties pour parler de ce livre Admirable Imposture. C'était un vrai plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup. En ce beau jeudi. Et je te souhaite la meilleure des sorties, évidemment, parce que c'est un moment très très important dans la vie de quelqu'un qui écrit des livres et qui les publie. C'est vrai. Et que le meilleur pour toi, sincèrement. Merci. Puis on se voit bientôt, paraît-il. Oui. À bientôt et un énorme merci et bonne ouverture de cette boutique.
Félicitations. Ça, je suis pas... On verra. Je ne sais pas ce qui va se passer quand je vais appuyer sur le bouton, et puis on verra bien ce qui se passe. Hein. Surprise. Surprise, très belle soirée à toi. Merci beaucoup. Très, très, Au revoir très à vite. tous.